Elle est devenue une légende, bien qu'elle ait commencé comme une simple fille de province. Elle a conquis Paris, bien qu'elle soit née dans une lointaine petite ville hollandaise. Les généraux et les diplomates avaient peur de prononcer son nom à voix haute, et sa mort est devenue l'un des secrets les plus retentissants de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire d'une femme qui a transformé sa vie en spectacle et la danse en arme. Vous découvrirez comment la fille d'un propriétaire de chapellerie s'est retrouvée dans la lointaine Java, pourquoi elle a créé l'image d'une mystérieuse prêtresse orientale, pourquoi elle a joué sur deux fronts, comment l'amour l'a perdue et comment son dernier pas a inscrit à jamais son nom dans l'histoire. Mais surtout, vous verrez comment elle a transformé sa propre beauté en arme politique et en a payé le prix de sa vie. Mata Hari, danseuse, espionne, légende. Chapitre 1er. La naissance de la légende d'une fille de province. Dans la petite ville hollandaise de Leeuwarden, la vie s'écoulait lentement et de manière prévisible. Il s'y passait rarement quelque chose qui aurait pu ébranler le monde. Mais en 1876, dans la famille d'un propriétaire de chapellerie, naquit une fille destinée à faire exploser non seulement Paris, mais aussi les pages de l'histoire militaire. Elle fut appelée Margaretha Gertruida Zelle. Dès l'enfance, elle se distinguait de ses pairs, non seulement par son apparence frappante, mais aussi par un regard qui contenait plus que la simple curiosité d'un enfant. Dans ce regard se cachait une soif de voir, de connaître, de vivre. Leeuwarden lui semblait une cage étroite dont il fallait s'échapper, même si cela devait coûter tout. Son père, homme entreprenant et charmant, savait entourer la famille d'aisance et d'attention. Margaretha grandit dans une atmosphère où les belles robes et les manières raffinées étaient habituelles, quoiqu'un peu pour la façade. Mais cet éclat s'avéra fragile. Quand son père fit faillite, sa vie changea. La richesse, la tranquillité et la confiance en l'avenir quittèrent la maison. Pour Margaretha, ce fut la première leçon. Tout ce que tu possèdes peut disparaître en un instant. Cela signifiait qu'il fallait apprendre à ne compter que sur ses propres forces et sa capacité à plaire. Elle comprit rapidement que sa beauté pouvait devenir ce billet qui l'amènerait au-delà des limites des rues grises de sa ville natale. Elle rêvait de Paris, de pays exotiques, d'une vie pleine de soie, d'or et de regards admiratifs. Et elle était prête à payer n'importe quel prix pour se retrouver dans un monde où sa beauté serait une monnaie et son nom un laissez-passer pour les salons les plus fermés. Margaretha ne savait pas encore que le chemin vers ce monde commencerait par une lettre et une rencontre fortuite qui changerait à jamais son destin. Chapitre 2. Le mariage comme billet vers un monde étranger. 18 ans. L'âge où beaucoup de jeunes filles ne font que commencer à rêver de leur vie future. Pour Margaretha Zelle, cet âge devint le moment où le rêve et la réalité se fondirent en une seule décision. Elle rencontra un homme qui lui ouvrit la porte de ce monde même dont elle rêvait depuis l'enfance, le monde des pays lointains, des coutumes exotiques et de la vie mondaine. Il s'appelait Rudolf MacLeod, officier de l'armée coloniale hollandaise déjà âgé, avec une prestance militaire et le regard fatigué d'un homme qui avait beaucoup vu. Il servait aux Indes orientales hollandaises, ces lointaines colonies tropicales où l'Europe rencontrait d'anciennes civilisations et où les lois et les mœurs s'entremêlaient, créant une atmosphère particulière, presque hypnotique. Pour Margaretha, ce mariage n'était pas seulement une union des cœurs, mais un billet vers un monde étranger. Elle y voyait l'occasion de quitter le Leeuwarden gris, de s'échapper des règles ennuyeuses d'une petite ville et de se retrouver dans un lieu où chaque jour serait rempli de nouvelles impressions. Elle ne se mentait pas, il n'y avait pas d'amour comme on en écrit dans les romans, mais il y avait un calcul et une disposition à jouer le rôle qui lui était assigné pour changer son destin. Le mariage se déroula modestement, mais le simple fait de s'unir à un officier de l'armée coloniale lui donna un nouveau statut. Son nom se prononçait maintenant avec une nuance de respect. Après tout, elle était devenue l'épouse d'un militaire servant aux confins lointains de l'Empire. Mais les vrais changements commencèrent quand Margaretha partit avec son mari aux Indes orientales hollandaises, sur l'île de Java. Le voyage dura de longues semaines.
Le navire les menait à travers des mers chaudes, et chaque jour, l'Europe restait de plus en plus loin derrière. Pour Margareta, c'était comme une renaissance. Les horizons, les visages, les odeurs changeaient. Au lieu des rues froides et des lourds bâtiments de pierre, un air humide, des forêts tropicales denses et le bruit assourdissant des insectes la nuit. Java l'accueillit avec une explosion de couleurs. Ici, chaque jour était comme un spectacle. Des femmes en sarrons colorés, le rythme lent des gamelans, le parfum sucré des épices qui s'étendaient depuis les marchés, tout cela pénétrait sa conscience et y restait à jamais. Elle vit pour la première fois comment les femmes orientales bougeaient dans la danse, avec fluidité comme l'eau, mais avec une force intérieure cachée dans chaque geste. Ces rituels la fascinaient. Elle pouvait observer pendant des heures les cérémonies, les danses qui n'étaient pas seulement un divertissement, mais un acte sacré. Ici, le corps parlait non moins que les mots, et Margareta commença à comprendre qu'un geste, un regard, la position d'une main pouvait devenir un langage compréhensible sans traducteur. La vie dans les colonies était loin des illusions romantiques. Le mari était souvent en déplacement, et leur relation devenait de plus en plus tendue. La différence d'âge, le caractère difficile de Rudolf et son penchant pour l'alcool rendaient la vie commune éprouvante. Mais c'est précisément la solitude et la culture étrangère qui éveillèrent chez Margareta ce qui deviendrait plus tard son arme principale, la capacité à créer une image. Elle apprit à adopter des éléments du style oriental, à les adapter à l'apparence et aux manières européennes, les tissus, les bijoux, les coiffures, tout cela devenait partie de sa nouvelle personnalité soigneusement construite. Elle n'était plus simplement l'épouse d'un officier. Dans ses yeux grandissait et se fortifiait une femme qui sortirait un jour sur scène pour conquérir Paris sous un nom qui la rendrait immortelle. Mais il restait encore quelques années avant ce moment, et devant elle se trouvait le changement principal, le retour en Europe où elle laisserait définitivement derrière elle le rôle d'épouse docile et commencerait le chemin qui l'amènerait au centre de l'attention du monde entier. Chapitre 3. La naissance de Mata Hari. Le retour en Europe devint pour Margareta Zell une seconde naissance. Mais elle n'avait plus l'intention de vivre la vie des autres. Le mariage avec Rudolf MacLeod se fissura définitivement sous le poids des disputes, des infidélités et des longues périodes de séparation. Le divorce était inévitable, et bien qu'il lui apportât la liberté, il la laissa aussi presque sans moyens de subsistance. Elle se retrouva dans la Hollande froide et austère, où une femme seule avec un passé colonial était regardée avec suspicion. Mais Margareta n'avait pas l'intention de se fondre dans le brouillard de l'anonymat. Elle savait qu'elle possédait ce que les autres n'avaient pas, les images, les parfums, les mouvements de l'Orient qui s'étaient gravés dans son âme à Java. Elle commença à construire un nouveau moi. Plus Margareta Zell, fille de chapelier et ex-épouse d'officier, mais une femme mystérieuse des îles lointaines. Elle choisit un nom qui sonnait comme une incantation, Mata Hari, ce qui signifie en malais « l'œil du jour », le soleil, source de lumière et de vie, qu'il est impossible d'ignorer. Son histoire, qu'elle racontait aux journalistes et aux mécènes, était un pur tissu de demi-vérité et de fiction. Elle prétendait avoir grandi dans les jardins des temples de Java, que les prêtresses lui avaient enseigné les danses anciennes, que chacun de ses gestes était parti d'un rite sacré transmis de génération en génération. Personne ne pouvait vérifier ses paroles, et ceux qui essayaient se noyaient rapidement dans son sourire charmeur et le brouillard de détails exotiques. Paris, assoiffé de nouvelles sensations, l'accueillit avidement. Mata Hari monta pour la première fois sur scène au théâtre, enveloppée de voiles qui tombaient lentement de son corps au rythme de la musique orientale. Mais ce n'était pas un striptease vulgaire, sa danse était construite comme un rite sacré, où chaque pose, chaque courte de bras, chaque regard vers la salle avait une signification. Son corps parlait un langage compréhensible sans traducteur. Elle ne bougeait pas simplement, elle racontait une histoire. Des aubes sur les temples tropicaux, de la fumée d'encens, des dieux anciens qui exigeaient de leurs prêtresses non seulement la beauté, mais aussi la connaissance secrète. Le public devint fou. Après ses premiers spectacles, les journaux écrivirent sur « un nouveau souffle de l'art oriental ».
sur une femme qui apportait sur scène le parfum des épices et la sensation de l'interdit. Tout Paris parlait d'elle, et en quelques mois, son nom devint synonyme de mystère et de séduction. Mata Hari sut qu'elle avait trouvé sa voie. Elle transforma la scène en temple, et elle-même en prêtresse qui reliait les mondes. Mais avec le succès vint aussi autre chose, l'attention de ceux qui voyaient dans sa beauté et son charme non seulement l'art, mais une arme potentielle. Chapitre 4. Paris en captivité. Paris était prêt pour de nouvelles sensations. Et Mata Hari devint cette étincelle qui enflamma l'imagination de la ville. Ces spectacles attiraient des salles combles. Le public venait non seulement pour la danse, mais aussi pour l'occasion de toucher quelque chose d'interdit, de voir une femme qui semblait sortie des pages d'une légende orientale. Chacune de ces apparitions sur scène était un événement. Elle apparaissait enveloppée de tissus légers et semi-transparents qui ondulaient doucement à chaque mouvement. À son cou, des colliers de pierres exotiques, à ses mains, des bracelets qui tintaient lors des gestes. Sa danse commençait lentement, comme la brume matinale sur un temple tropical, puis se transformait en un flux fluide, presque hypnotique de mouvements, devant lesquels les spectateurs se figeaient, craignant de cligner des yeux. Mais le vrai pari pour Mata Hari commençait après que s'éteignaient les feux du théâtre. Soirées mondaines, réceptions diplomatiques, dîner dans de luxueux hôtels particuliers. Là, elle n'était pas danseuse, mais muse mystérieuse. Les diplomates rivalisaient d'esprit pour provoquer son rire. De riches industriels lui envoyaient des bouquets ornés de boucles d'oreilles ou de bagues. Les officiers proposaient de l'accompagner n'importe où, rien que pour passer une soirée en sa compagnie. Elle était entourée d'hommes prêts à tout pour un seul de ses regards. Elle savait écouter, inclinant légèrement la tête de sorte que la lumière tombe sur son visage sous un angle avantageux. Elle pouvait poser une seule question qui transformait l'interlocuteur en admirateur fidèle. Et tout cela, sans promesse ouverte, sans mots forts. Elle savait laisser de l'espace à l'imagination. Et c'est précisément cela qui rendait fou. Sa vie dans les coulisses était un festin continu de luxe. Bijoux, robes des meilleures couturières, parfums coûteux, équipage privé. Mais derrière l'éclat se cachait une construction fragile. Tout cela reposait sur sa gloire, sur sa demande. Si l'intérêt du public s'éteignait, la magnificence pouvait s'écrouler comme un château de sable. Mata Hari le savait et jouait donc son rôle sans erreur. Elle n'apparaissait jamais dans le même salon deux fois avec la même image. Aujourd'hui, prêtresse mystérieuse, demain, dame raffinée en robe stricte, après-demain, interlocutrice joyeuse, riant aux plaisanteries des officiers, elle changeait aussi facilement qu'elle changeait de tenue et en cela résidait sa force. Mais avec les admirateurs commencèrent à venir vers elle d'autres personnes aussi, ceux pour qui son charme pouvait devenir un instrument. Parmi eux se trouvaient ceux qui regardaient Mata Hari non comme une femme, mais comme une possibilité d'obtenir des informations qui pouvaient coûter des armées entières. Chapitre 5. Le premier recrutement. Été 1914. L'Europe, qui hier encore se baignait dans la lumière dorée de la belle époque, plongea soudain dans le crépuscule de la guerre. La Première Guerre mondiale divisait les pays, séparait les familles, changeait le tissu même de la vie habituelle. Paris se remplit d'inquiétudes, les rues d'uniformes militaires et les conversations dans les salons et théâtres concernaient de plus en plus souvent le front, les stratégies et les alliances. Les nus. Mata Hari restait au centre de la vie mondaine, mais maintenant, derrière sa présence dans les salles, ne se tenait pas seulement l'admiration des hommes et l'envie des femmes. Dans un monde où chaque parcelle d'information pouvait coûter des centaines de vies, sa capacité à se trouver près des hommes les plus influents d'Europe devint une arme qui ne pouvait passer inaperçue. Quelque part dans l'ombre, mesuraient leurs pas des gens dont le travail consistait à trouver des personnes comme elle. Pour l'espionnage allemand, Mata Hari semblait un cadeau du destin. Sa légende orientale, ses brillantes connaissances, son accès libre à la haute société et cette magie particulière de confiance qui naissait dans les conversations intimes, tout cela faisait d'elle une candidate capable de s'infiltrer là où on ne laissait même pas entrer les diplomates. La proposition vint avec prudence. Aucune allusion directe au début.
seulement des conversations sur les possibilités, les services et l'avantage mutuel. Mais Mata Hari, experte dans le jeu des allusions, comprit immédiatement l'essence. On lui fit comprendre que son talent à recueillir les paroles d'autrui sous le murmure des bougies et le froissement de la soie pouvait rapporter un revenu bien plus important que les cachets des spectacles. L'Allemagne avait besoin d'informations sur les plans de la France et de ses alliés. Mata Hari avait déjà visité Bruxelles, Berlin, Vienne. Elle avait des connaissances dans les milieux d'officiers et diplomatiques et surtout, elle savait faire en sorte que les hommes lui parlent plus qu'il ne fallait. C'était un art perfectionné pendant des années. Créer l'impression qu'elle n'écoutait que lui, que chacun de ses secrets était un cadeau précieux qu'elle gardait soigneusement. La somme proposée pour la coopération était impressionnante. Mais plus fort encore, agissait le sentiment de pouvoir que donnait ce rôle. Maintenant, son intérêt pour les gens et sa capacité à retenir l'attention se transformaient en un véritable instrument politique. Elle pouvait influencer les événements, rester dans l'ombre et en même temps être au cœur de la guerre. En acceptant la proposition, Mata Hari ne comprenait peut-être pas encore qu'elle faisait le premier pas dans un jeu dont on ne peut sortir sans perte. Ses danses, ses réceptions et ses nuits dans des appartements coûteux étaient maintenant non seulement partie de la vie mondaine, mais un réseau soigneusement construit où chaque mot de l'interlocuteur pouvait devenir une arme. Elle restait artiste, mais maintenant sa scène était bien plus grande que le théâtre. Ses spectateurs devinrent des espions et des généraux, et les applaudissements furent remplacés par des rapports chiffrés partant en direction de Berlin. Chapitre 6. Jouer sur deux fronts. Pour Mata Hari, la guerre devint non seulement une tragédie, mais une arène où son art de la séduction et sa capacité à extorquer des secrets prirent un nouveau sens. Elle travaillait déjà pour l'espionnage allemand, mais le monde dans lequel elle vivait était coûteux. Hôtels luxueux, robes des meilleures couturières, bijoux, dîners dans des clubs privés, tout cela exigeait un afflux constant d'argent. Et plus la guerre englobait l'Europe, plus il devenait difficile de trouver de riches protecteurs prêts à payer pour son mode de vie. À ce moment s'approchèrent d'elle des gens du contre-espionnage français. Ils connaissaient ses déplacements libres, sa proximité avec les militaires et diplomates de différents pays, et ils proposèrent un marché, de l'argent en échange d'informations qu'elle pourrait obtenir parmi les officiers et politiciens des puissances centrales. Pour Mata Hari, cela ne semblait pas être une trahison, mais un élargissement des possibilités. Elle avait toujours vécu dans un monde où le même sourire pouvait signifier différentes choses pour chacun qui le voyait. Pourquoi ne pas faire de même avec l'information? Elle décida qu'elle pourrait jouer sur deux fronts, équilibrant entre Berlin et Paris. Elle ne comprenait pas que dans le monde des espions, il n'y a pas de place pour la logique romantique des salons. Ici, la duplicité n'émerveillait pas, elle tuait. Chaque mot, chaque lettre, chaque voyage pouvait être vérifié et utilisé contre elle. Mais Mata Hari était convaincue que son charme et sa capacité à plaire aux hommes forts deviendraient la meilleure protection. Maintenant, sa vie se transforma en un système complexe de rencontres, visites et conversations fortuites. Elle pouvait dîner avec un officier allemand, écoutant ses réflexions sur les mouvements de troupes, et le lendemain boire du champagne avec un diplomate français, laissant entendre qu'elle savait quelque chose de précieux. Chacun des camps croyait qu'elle ne travaillait que pour eux, et tous deux étaient prêts à payer pour son silence et pour ses paroles. Mais chaque jour, le piège se resserrait. Ses voyages entre les pays commencèrent à attirer l'attention. Des rumeurs sur son double jeu apparurent. Elle riait encore de cela, convaincue qu'elle gardait tout sous contrôle. On lui avait appris à croire en la force de sa propre image, en ce qu'une belle légende était capable d'éclipser n'importe quelle vérité. Elle ne savait pas ou ne voulait pas savoir que la guerre changeait les règles, et que dans ce jeu sur deux fronts, il n'y aurait pas de vainqueur, mais resterait seulement celui qui réussirait le premier à accuser l'autre de trahison. Chapitre 7. L'amour sous les balles. Paris en temps de guerre était une ville de paradoxes. Dans ses rues cohabitaient la misère et le luxe, les cortèges funèbres et les bals, les hôpitaux et les restaurants où l'on commandait du champagne comme si la guerre derrière les fenêtres n'existait pas du tout. Et c'est précisément dans ce monde instable que Mata Hari rencontra celui qui, pour la première fois depuis longtemps,
fit battre son cœur autrement. Il s'appelait Vladimir Maslov. Jeune officier russe envoyé en France dans le cadre d'un corps expéditionnaire, il était beau, impulsif, fier, avec cette nuance de romantisme oriental qui attirait toujours les regards féminins. Mais surtout, il était jeune, trop jeune pour Mata Hari, qui avait déjà traversé tant de rôles qu'elle se perdait parfois dans ses propres légendes. Et pourtant, cette romance s'enflamma rapidement. Ils se rencontraient dans des restaurants, se promenaient sur les boulevards d'automne, s'écrivaient des lettres où il y avait moins de politique que de passion véritable, presque adolescente. Mata Hari, habituée à utiliser les sentiments comme instrument, se permit soudain de ressentir vraiment. Mais la guerre n'épargnait personne. Maslov fut gravement blessé et se retrouva à l'hôpital. Son avenir fut menacé. Le traitement coûtait des sommes énormes et l'aide du commandement militaire était lente et insuffisante. Pour Mata Hari, cela devint un défi personnel. Elle décida d'obtenir de l'argent à tout prix. Si auparavant elle menait le jeu pour son propre luxe, maintenant le motif était différent, sauver l'être aimé. Mais ce motif la rendit vulnérable. Elle acceptait des rencontres plus risquées, des marchés douteux, des demandes de transmission d'informations qu'elle aurait autrefois considérées comme trop dangereuses. Ses contacts avec les deux espionnages se multiplièrent, chaque conversation, chaque voyage avait maintenant un double fond, officiellement des visites mondaines, officieusement transmission d'informations ou obtention d'argent. Elle essayait d'être prudente, mais les émotions commençaient à obscurcir le calcul. Pour l'espionnage français et allemand, elle restait utile, mais dans leurs yeux, elle se transformait graduellement en une pièce qu'on pouvait sacrifier pour une combinaison plus importante. Et pour elle-même, cette romance devint le centre du monde. Elle voyait devant elle non pas un officier et non pas une partie de la machine militaire, mais un homme qu'elle voulait sauver, même si cela devait l'amener à franchir la ligne au-delà de laquelle il n'y aurait plus de retour. Chapitre 8. L'arrestation. Février 1917. Paris enveloppé de brouillard gris, les rues pleines d'uniformes militaires, et dans l'air flotte la fatigue d'une guerre qui semblait ne jamais finir. Dans l'un des hôtels luxueux, où l'on pouvait encore se cacher du froid et de l'odeur des incendies, Mata Hari se réveille dans sa chambre, ne sachant pas que ce jour deviendrait décisif. Sa vie ces derniers mois s'était transformée en un jeu nerveux. Elle sentait de plus en plus souvent des regards perçants dans les salles de restaurant, un silence suspect derrière son dos, entendait des allusions dans les conversations de connaissances. Mais elle avait l'habitude de croire que son charme était capable de dissiper tout soupçon. Quand on frappa à la porte de sa chambre, elle attendait un coursier ou une femme de chambre. Au lieu de cela, sur le seuil se tenaient des hommes en civil. Leur voix était polie mais froide. L'invitation à les accompagner pour une conversation sonnait trop ordinaire pour cacher le véritable sens. Mata Hari savait déjà, elle était arrêtée. On la conduisit au bâtiment du contre-espionnage français. L'accusation était directe et terrible. Espionnage au profit de l'Allemagne, transmission d'informations secrètes sur les opérations militaires françaises. On lui présenta des messages interceptés où figurait un nom de code correspondant au sien dans le dossier de l'espionnage allemand. Dès ce jour, commença la chasse non seulement à sa liberté, mais aussi à son image. Les journaux se délectaient de chaque détail de sa vie. Danses exotiques, riches amants, voyages, cadeaux, hôtels coûteux. Sa photographie, qui autrefois suscitait l'admiration, illustrait maintenant des articles au titre sur la trahison et la corruption. Pour l'opinion publique, elle devint non seulement inaccusée, elle se transforma en symbole de la femme dangereuse, femme fatale, qui par ses charmes peut perdre une armée, un pays, tout un peuple. Les journaux écrivaient qu'elle soutirait des secrets dans les lits des généraux, qu'elle vendait des secrets à l'ennemi contre des bijoux, qu'elle jouait avec les destins des hommes comme avec des cartes. Mata Hari niait sa culpabilité. Elle affirmait que oui, elle prenait de l'argent aux Allemands, mais comme paiement pour une coopération inactive qui ne fut jamais réalisée. Elle disait qu'elle travaillait aussi pour les Français et que son but ne fut jamais de nuire au pays. Mais dans l'atmosphère d'hystérie militaire, ces mots n'étaient que du bruit vide. L'arrestation devint le début de la fin de sa légende. Tout ce qu'elle avait construit pendant des années,
L'image orientale, le mystère, l'éclat étaient maintenant retournés contre elle. Elle ne savait pas encore que l'attendait un procès qui deviendrait non pas une recherche de vérité, mais un spectacle avec une fin écrite d'avance. Chapitre 9. Le procès comme spectacle. Printemps 1917, Paris vivait dans un état d'attente anxieuse. Sur les fronts se déroulaient des batailles acharnées. Les journaux criaient à la trahison et aux espions, et le nom de Mata Hari était déjà devenu un tonnerre qui faisait trembler la capitale mondaine. Son procès devait se dérouler à huis clos, mais les rumeurs et les fuites en firent un événement discuté dans chaque café, dans chaque queue, dans chaque salon parisien. Dans la salle d'audience, il n'y avait pas de public, seulement les juges, les officiers, les procureurs, quelques témoins et l'accusée elle-même. Mais même derrière les murs épais des séances bouillonnait la vie. Les journalistes attrapaient toute miette d'information, la déformaient, lui donnaient du dramatisme. Pour la société, ce procès était déjà un théâtre, et le rôle de Mata Hari y était défini depuis longtemps. Elle était coupable. Le procureur la décrivait comme une femme chasseresse qui utilisait avec un calcul froid son corps et son charme pour soutirer des secrets militaires. Ses romans avec les officiers et diplomates se transformèrent aux yeux de l'accusation en une chaîne d'opérations soigneusement planifiée. Même les cadeaux des admirateurs étaient maintenant appelés paiement pour la trahison. Mata Hari était assise droite, dans une robe sombre, sans ses bijoux habituels. Elle essayait de garder sa fierté, mais comprenait. On ne l'écoutait pas pour croire, mais pour confirmer le verdict déjà rendu. Elle racontait son travail pour l'espionnage français, que les informations qui seraient parties en Allemagne n'avaient pas d'importance stratégique. Mais chacune de ses paroles se brisait contre le mur d'une opinion déjà formée. Au-delà de la salle d'audience se déroulait un autre spectacle. Les journaux publiaient des caricatures la représentant en les bras de généraux avec des documents dans les mains. Ils écrivaient sur des rencontres secrètes dans des chambres luxueuses d'hôtels, sur des armées détruites et des milliers de morts à cause d'une seule femme. Quand le procès approcha de sa fin, il était clair que la finale était prédéterminée. Le verdict sonna comme une formalité, peine de mort par fusillade. Elle l'écouta la tête haute, ne donnant aux juges aucune émotion qu'ils auraient pu interpréter comme de la faiblesse. Mais derrière ce masque de fierté se cachait déjà la compréhension. La légende de Mata Hari touchait à sa fin. Et son dernier acte se jouerait non pas sur la scène du théâtre, mais dans la cour de la prison, sous la visée des fusils. Chapitre 10. La dernière danse. Le matin du 15 octobre 1917 commença dans un silence froid et humide. Paris dormait encore, noyé dans le brouillard d'automne. Mais à l'intérieur des murs gris de la prison Saint-Lazare, tout était prêt pour le dernier acte de l'une des histoires les plus retentissantes et controversées du siècle. Dans sa cellule, Mata Hari se leva lentement, comme si ce n'était pas le réveil d'une prisonnière, mais la préparation à monter sur scène. Elle s'habilla elle-même, d'une robe noire qui soulignait la finesse de sa silhouette et d'un simple chapeau qui cachait ses cheveux. Elle ne portait pas de bijoux, mais dans chacun de ses mouvements se sentait l'habitude du luxe et de l'attention. Même dans ses dernières minutes, elle restait maîtresse de sa légende. Le couloir de la prison était étroit, sentait l'humidité et la vieille pierre. 2 soldats qui l'accompagnaient ne levaient pas les yeux, marchant un peu devant et un peu derrière. Leur visage était de pierre, mais dans leurs gestes se sentait la tension, ils comprenaient qui ils menaient. Derrière eux suivait un prêtre, tenant une croix dans ses mains. Il disait quelque chose doucement, mais elle n'écoutait pas. La cour où ils sortirent était enveloppée de brouillard, si bien que les silhouettes des tireurs semblaient des ombres. 12 hommes se tenaient en rang, tenant leurs fusils prêts. Leur commandant, un officier grand au visage fatigué, vérifiait l'ordre du rang. Il ne la regardait pas directement, comme s'il voulait éviter le croisement des regards. Avant d'occuper la place désignée par un piquet blanc sur la terre humide, on lui proposa un bandeau pour les yeux. Elle écouta la proposition avec un léger sourire et secoua la tête. « Non », dit-elle doucement mais distinctement. « Je veux regarder dans les yeux ceux qui vont tirer. »
Ces paroles restèrent suspendues dans le brouillard. L'officier hocha la tête et recula. Elle se tint droite, relevant légèrement le menton. Le vent agitait à peine l'ourlet de sa robe. Son regard glissa sur les visages des tireurs, s'arrêtant sur chacun. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement une dignité froide et une étrange douceur, comme si elle les pardonnait avant même qu'ils pressent la détente. Le temps ralentit. Il sembla qu'elle revivait encore une fois sa vie. Les temples de Java baignés de soleil, les applaudissements des théâtres parisiens, l'éclat des bijoux, les chuchotements dans les chambres luxueuses, l'odeur de la poudre dans les gares des trains militaires. Tout cela passa en éclairs et disparut, cédant la place au moment présent, le dernier. « Préparez-vous » résonna le premier ordre. Le cliquetis métallique des verrous armés roula en écho dans la cour. « En joue !» Les fusils se levèrent et 12 paires d'yeux fixèrent sa poitrine. À cette seconde, elle fit un pas à peine perceptible en avant, comme si elle voulait aller elle-même au-devant de la balle. Les coins de ses lèvres frémirent, se transformant en un léger sourire énigmatique, celui-là même qui autrefois rendait fous les généraux et les ministres. Feu! Les coups se fondirent en un seul grondement. Son corps tressaillit, puis descendit doucement, presque avec grâce, sur le sol. La robe noire s'étala sur l'herbe mouillée, et le visage se figea dans cette même expression de défi calme. Les soldats baissèrent lentement leurs armes. Leur commandant s'approcha, se pencha et toucha son cou, vérifiant le pouls. Il se redressa et donna l'ordre de terminer la procédure. Tout fut fait selon le règlement militaire, rapidement, nettement, sans mots superflus. Pour ceux qui se tenaient ici, c'était la fin de l'opération. Pour les journaux, la matière des premières pages, et pour l'histoire, le moment où Margaretha Zell, simple fille hollandaise, disparut définitivement, cédant la place à l'image éternelle de Mata Hari. Elle mourut comme elle avait vécu, affrontant ouvertement les regards, ne craignant pas les chuchotements, entourée d'attention, mais tenant dans ses mains le scénario de son rôle. Le dernier pas, le dernier regard, le dernier sourire, et le brouillard qui engloutit tout, sauf la légende,